Bonjour et bienvenue sur Tchamaloba officiel. Merci pour votre confiance et fidélité. C'est toujours moi, votre humble serviteur Grady Mouya, autrement dit le fils de la promesse. C'est avec joie et plaisir que nous vous demandons de suivre le direct de la RTNC. Alors, portez-vous bien, au revoir et on se retrouve à très bientôt. Et 30 ans d'épillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, 30 ans également des affres de la guerre dans sa partie orientale, ça suffit. Le Rwanda commémore, vous le savez, cette année, le 30e anniversaire du génocide rwandais. Et du côté congolais, la RDC continue à payer les lourds tributs de son hospitalité. Vous vous en souviendrez, ce fut en 1994, lorsque sous la pression de la communauté internationale, les Zaïre d'alors, donc la RDC alors jadis Zaïre, a ouvert un couloir humanitaire pour accueillir les réfugiés rwandais sur son sol. Et c'est le début de tous les malheurs, de tous les problèmes d'insécurité que connaît la République démocratique du Congo aujourd'hui. Et dans cette émission, nous allons parler de l'attitude de la communauté internationale face à la situation d'insécurité, des cycles de violence dans la partie est de la RDC. Et pour en parler justement, nous avons invité pour vous les professeurs Jean-Chrétien Ekambo. Il est professeur émérite des communications, recteur honoraire de l'IFASIC. Bienvenue, professeur. Bonsoir. Juste à sa droite, nous avons approché à nouveau le professeur émérite Isidore Ndayuel Nziem. C'est un historien congolais des renom. Bienvenue, professeur. Bonsoir. À ma gauche, nous avons associé à ces grands plateaux pour des analyses l'ambassadeur Pierre Ebe Monga. Il est expert de la Task Force Justice internationale à la RDC. Bienvenue également. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et enfin, nous avons associé à ces analyses un journaliste de renom, à ne plus présenter dans la ville de Kinshasa et en RDC. Il s'agit de Willy Kalengai, journaliste, directeur général du groupe de presse Géopolis. Bonsoir Willy. Bonsoir, bonsoir Oscar. Comment vous sentez-vous? Ça va très bien. Professeur Jean-Chrétien Ekambo, je vais commencer par vous. Nombre de Congolais, même des non-Congolais, décrivent l'attitude de la communauté internationale face à la situation qui se vit dans la partie est de la RDC. Il y a ceux-là qui vont, les commentaires, les analyses vont dans tous les sens. Il y a ceux-là qui estiment que la façon d'agir ou d'interagir de la communauté internationale, c'est une sorte de deux poids, deux mesures. L'invasion de la Russie, de l'Ukraine par la Russie, vous avez vu la communauté internationale intervenir le plus rapidement possible. Et il y a une sorte d'omerta sur la situation de la RDC. Votre analyse? Cela démontre tout de suite que la communauté internationale, la fameuse communauté internationale, elle n'est pas homogène. C'est que chacun l'identifie et selon ses propres regards, selon ses propres intérêts. Et puis il faut voir aussi la communauté internationale à quelle époque. Il y en a eu une dans les années 90, comme vous le dites. Nous étions en train de sortir du bipolarisme. Nous entrions dans une communauté internationale différente. Donc chacun définit cette communauté internationale à sa manière. Et comme vous le remarquez, aujourd'hui, il y a eu cette commémoration à laquelle vous avez fait allusion. Il y a une partie de la communauté internationale qui s'est fait le plaisir d'aller assister à des manifestations qui ont été organisées par un pays voisin. Tandis qu'un autre... Vous voulez parler du Rwanda? C'est lui-là. Kibuka. Et alors que juste à côté, un autre pays était en train de fustiger la communauté internationale. C'est dire que quand nous en parlerons ici, et je suis certain, chacun va aborder la communauté internationale selon son propre regard. Professeur Isidore Ndayuel, peut-être il faudra commencer par connaître, savoir c'est quoi
C'est ces termes au contour flou quand on dit communauté internationale. Ça vous fait penser à quoi? Oui, effectivement, c'est un fourre-tout. Nous-mêmes, nous faisons partie de la communauté internationale. Si on peut dire que la communauté internationale, ce sont des pays qui font partie des Nations Unies. Donc, c'est nous tous. Mais je voudrais compléter mon collègue Jean Chrétien en disant que, en fait, tout est parti de la fin des années 80. Je crois que nous n'avons pas pris la mesure exacte de ce qui s'est passé en 1989. On en a parlé, c'est la chute du mur de Berlin, mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'avant cette chute du mur de Berlin, 3 ans avant, en 1986, c'est Museveni qui prenait le pouvoir en Ouganda. Donc on n'a pas mesuré tout ce qui s'est passé. J'oserais dire d'ailleurs que peu après, 24 avril 1990, c'est Mobutu qui fait son discours de la démocratisation. Donc cette époque charnière, puisque s'agissant de notre histoire, il faut la lire chaque fois à l'interne et à l'externe aussi, il y a eu en fait 3 gros changements. Le premier, c'est le fait que la guerre froide, il n'y en a plus. Plus de guerre froide. Et nous sommes entrés dans un monde unipolaire. Tout relève des États-Unis. Ça, c'est une première chose. Et les États-Unis, à ce moment, estiment que les anciens pays communistes, socialistes, comme ses anciens alliés, c'est pareil. Et donc, Mobutu, à ce moment-là, n'a plus rien à dire, effectivement, parce que les anciens pays socialistes, comme l'Angola, etc., ont la même importance aux yeux des Américains. C'est une chose très importante qui va faire qu'il ne comprendra pas pourquoi on le fait partir. Et la deuxième chose, c'est que le politique n'a plus la même importance qu'auparavant. Ce qui compte, c'est l'économique. Donc, les sociétés multinationales ont plus d'importance que les politiques. Donc, lorsque le président Bill Clinton ment un petit peu en disant qu'il soutient l'Ouganda parce que c'est le nouveau leadership africain, c'est un leadership qui n'a rien à voir avec la démocratie. Mais ce qui compte, ce qui ne dit pas très clairement, c'est qu'à ce moment-là, les satellites américains survolant l'Afrique avaient apporté cette grande nouvelle, c'est que on connaissait les richesses de notre région, là, de l'Est, mais on ne savait pas que ça avait une telle ampleur. Donc, de l'Ituri au nord Katanga, c'est une région qui possède énormément de richesses stratégiques revendiquées par les multinationales. Et ce sont les multinationales qui dirigent, et ce n'est plus les partis politiques. Merci, ce n'est plus les gouvernements. Merci, c'est là le problème. Voilà, c'est là le problème. J'ai ouï comprendre que c'est plus les intérêts qui guident les puissances au-delà même de la démocratie. Willy Kalingai, est-ce qu'il y a complicité, duplicité, ou même, je voudrais ajouter un autre mot, ou une indifférence coupable de la communauté, de cette fameuse communauté internationale qui est composée, constituée des grandes puissances par rapport à la situation que vit aujourd'hui. Ça fait pratiquement 3 décennies de guerre dans l'Est de la RDC. D'abord, pour condamner l'agression, il fallait beaucoup de tribunes. Il fallait beaucoup de voyages pour les chefs de l'État. Et finalement, la RDC a pu obtenir la condamnation de l'agression, même de l'agresseur, pour les citer. Il faut dire que, après ce qui vient d'être dit, notre pays a une place dans la communauté internationale, mais c'est une place que nous devons nous-mêmes aussi comprendre et définir. La relation entre le Congo et la communauté internationale, moi je la vois sous l'angle de la presse internationale, parce que quelle est la place que la presse internationale réserve au Congo? Ici, je parle sous l'autorité du prof Ndewel. Le premier contact
que le Congo a avec les médias internationaux. C'est un contact qui remonte à 1904 à peu près, quand les premiers reportages qui viennent du Congo, qui sont écrits par Edmond Morel, arrivent sur la place internationale. Et ces premiers reportages sont des reportages des tragédies. Le Congo a des richesses, mais les premiers éléments qui arrivent dans le monde, ce sont les exactions de Léopold II. Le monde est alimenté pour la première fois. On parle de ce pays, mais en même temps, on parle des tragédies, des crimes, des viols qui viennent dans ce pays. Ce qui fait que depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, notre pays est devenu une source intarissable des clichés réducteurs. Nous sommes donc aujourd'hui, nous alimentons toutes les maisons de presse dans le monde qu'on considère le Congo comme étant une source où on peut aller raconter de la tragédie. Si on veut raconter le massacre, les Congos nous donnent des exemples. Si on veut raconter les viols, la corruption, tout ce qui ne marche pas dans le monde, si on veut faire un récit, si on veut gagner les prix Pulitzer, alors on se donne les moyens d'arriver au Congo, voire même d'inventer des choses. L'essentiel, c'est que le Congo est devenu, au-delà de ses ressources minières, c'est aussi une source des clichés. À partir du moment où toute la communauté est alimentée par les clichés réducteurs, alors quand nous nous battons pour pouvoir nous dire que non, il n'y a pas que les mauvaises choses. Ce pays a aussi une histoire à raconter. Le prof Ndawel pourra écrire 15 tomes. Eh bien, la communauté internationale, par les médias internationaux, ils ne verront que ce qui ne va pas dans ce pays. Puisque nous parlons de l'attitude de la communauté internationale, est-ce qu'il y a une complicité, c'est une différence coupable? Non, les médias sont des groupes d'intérêt. Quand vous regardez l'Organisation mondiale des médias, vous vous rendrez compte que les médias suivent la logique qui vient de nous être révélée. C'est la logique économique. À partir du moment où, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut construire une culture de résignation dans cet grand espace, de manière à ce que nous puissions accéder à ces ressources. Et les médias internationaux ont joué les beaux rôles. Qu'est-ce qu'ils fassent? Il faut montrer que les Congolais ont des gouvernances faibles. Les Congos souffrent parce que ces dirigeants ne travaillent pas bien. Cette image, elle reste permanente dans les médias internationaux. Qu'est-ce que les Rwandais disent aujourd'hui? Les Rwandais revendiquent la faiblesse de l'État congolais en disant c'est un pays qui est mal géré. C'est pour ça que nous nous donnons le rôle d'aller protéger des communautés. Mais cela ne peut pas justifier sa présence, la présence de ces troupes sur le sol congolais. Moi, je vous ai dit que quand vous intégrez la notion de cliché réducteur, vous comprendrez pourquoi la communauté internationale est en train de vouloir venir au Congo. Non seulement c'est de l'exploitation, c'est l'économique. Et les Congolais doivent comprendre que l'accès aux ressources naturelles aujourd'hui dans le monde, dans l'esprit de certaines communautés, vaut plus que la vie des Congolais. On pourra donc éliminer tous les Congolais pourvu qu'on accède aux richesses du Congo. C'est comme ça que les Congolais doivent saisir cette notion. Et les médias internationaux ont joué ce rôle dans la désinformation. Nous allons y revenir quand on va parler de la guerre médiatique. Merci. Ambassadeur Ebe Monga, même question. Ça taraude l'esprit de beaucoup de Congolais, l'attitude de la communauté internationale, la façon d'agir des grands dirigeants du monde par rapport vis-à-vis du Rwanda ou même de l'Ukraine et par rapport aussi à ce qui se passe en RDC. Un exemple, le génocide rwandais, c'est 801 millions de morts. Mais si on fait les décomptes en RDC, nous partons de plus de 10 millions de morts et plus de 500 000 femmes violées. Mais c'est à peine qu'on en parle. Et c'est une complicité, une différence coupable ou bien un complot qui est redit contre la RDC au niveau de la communauté internationale. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La théorie du complot a toujours été évoquée dans l'histoire de chaque peuple selon son contexte, chaque peuple selon son histoire, a toujours quelque part ce qu'il peut évoquer comme théorie du complot. Et nous pensons que la théorie du complot, en ce qui nous concerne, nous, la République démocratique du Congo, vient de ce que l'Éternel Dieu a placé dans notre sous-sol. Au moment où nous regorgeons de richesses énormes, ça ne fait pas de la joie des autres.
Et quand nous sommes entourés par 9 pays qui pensent des fois que leurs problèmes ne peuvent qu'être résolus au niveau de la République démocratique du Congo, et si nous remontons cette posture de nos colons, de nous diviser pour régner, et ils utilisent tout simplement des voisins, de frères africains qui partent en contradiction de vertus panafricaines telles que incarnées par des grosses figures, notamment Lumumba, Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Nasser, qui nous ont montré la solidarité africaine. Et au regard de cette richesse, et il y a foisonnement des intérêts, il y a carrefour des intérêts aussi en même temps, qui font que des gens de puissance obscure s'appuient sur certaines idéologies qui ne les concernent, que je n'aimerais pas identifier ou que je n'aimerais pas exposer tout à l'heure. Et tout cela fomente une théorie des complots pour nous asservir afin de faire main basse à nos richesses, afin de faire main basse à tout ce que nous avons comme métaux rares. Aujourd'hui, on parle de notre pays comme pays solution du point de vue environnemental. On parle, notre pays est encore un pays solution dans la transition industrielle, parce que demain, ce sont des véhicules à base de batteries fabriquées par lithium. Pierre, tout cela. Je vous interromps. C'est un discours qui a commencé à être dit, prononcé. Ça fait 3 décennies de guerre. Les complots, on a commencé à les dire depuis longtemps, même au temps de Lumumba. Il a dénoncé déjà à son temps ces complots à l'interne. Quelle est la dynamique qui doit être impulsée pour arrêter ces complots, justement? La dynamique à impulser en interne est simple, c'est de savoir développer la culture patriotique, une culture de mettre le Congo à l'avant, parce que c'est ce Congo que nous allons léguer aux générations futures, tel que nous le chantons dans notre hymne national. De deux, nous devons bâtir un nouveau Congo sur des bases de l'éthique, parce que si nous sommes divisés ou si nous sommes guidés par des intérêts égoïstes qui sont nourris par des œuvres de la corruption ou d'autres antivaleurs, nous ne saurons pas faire face à l'ennemi et face au complot qui nous vient de l'extérieur. Merci, professeur Jean Chrétien. Si nous partons du postulat selon lequel il y a une indifférence totale de la communauté internationale par rapport à la situation que vit la République démocratique du Congo, 3 décennies de guerre dans la partie orientale, notamment dans le Kivu. Et aujourd'hui, cette même communauté internationale préfère passer par un voisin pour venir exploiter ou piller les richesses de la République démocratique du Congo. Vous pensez que c'est pourquoi n'avoir pas utilisé la RDC ou avoir des répondants devant elle qui sont les dirigeants congolais? Je vais vous compléter, pour ne pas dire, je vais vous dépasser, ainsi que notre collègue Willy, par rapport à ce que vous avez, parce que vous avez touché l'histoire des médias. Et ça m'intéresse beaucoup. Il a parlé de 1904. Nous pouvons aller plus loin, et je crois que vous-même, vous devrez aller plus loin que la duplicité, que l'indifférence à laquelle vous avez fait allusion. Il faut parler aussi de l'omerta, du silence. Pas seulement le mauvais côté de ce que disent les médias, mais aussi le silence. Et à propos du silence, alors nous irons trop loin. Parce qu'il y a un grand journaliste qui a traversé notre pays ici. Stanley. Ah, je pensais que vous voulez parler de Charles Nana. Nous sommes au 19e siècle. Là, nous remontons dans l'histoire. Oui, dans l'histoire. Stanley a traversé notre pays. Il a vu beaucoup trop de choses. Il a passé pratiquement 3 ans ici chez nous. Mais Stanley a caché des choses. Stanley ne nous a jamais dit ce qu'était alors la duplicité à l'époque des États-Unis vis-à-vis de notre petit voisin, les Zanzibar, qui était la porte de sortie de toute la richesse économique de l'époque, c'est-à-dire les esclaves, que l'on prenait au milieu de l'Afrique. Mais la sortie, c'est le tout petit
pays des Zanzibar, et je crois que vous voyez le rapprochement avec d'autres petits pays aujourd'hui. C'est presque le même schéma. Donc, il y a déjà... Donc, l'histoire se répète. Ah ben oui. Eh ben oui. Et à l'époque, déjà les États-Unis, non pas de la communauté internationale, mais là, les Américains qui sortaient de leur guerre de sécession, ils avaient déjà des relations consulaires avec Zanzibar. Depuis 1837. 1837. Le premier consulat à Zanzibar, c'est le consulat américain. 1837. Et si vous vous référez à l'histoire, ceux qui sont de mon âge, par exemple, vous entendrez parler, nous étions petits, nous entendons parler des Americani, le tissu qu'on appelait Americani. Ça venait des États-Unis, déjà au 19e siècle. Mais la communauté internationale, en ce moment-là, elle voyait la barbarie de l'esclavagisme, elle voyait comment les esclaves sortaient des Zanzibar, mais parce que c'était le pays qui était la porte d'entrée et de sortie, tout le monde passait par là, et Stanley passait par là aussi. Quand il est arrivé en 1871, donc il est passé par là. Il savait ce que les Américains, son pays, ce qu'ils faisaient à Zanzibar, mais il n'a jamais voulu en parler. Donc il n'y a pas que la duplicité, il y a aussi le silence, mais organisé, systématiquement, l'omerta, dans le sens vraiment de la duplicité des mafieux. Donc il faut en parler aujourd'hui. Professeur Ndayouel, l'omerta, organisé, entretenu. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. L'omerta n'est pas toujours quelque chose de programmé. Mais il y a des situations qui font que, sur le plan international, ils en sont arrivés à ce genre de conclusions. Par exemple, dans le cas de ce qui est évoqué avec Zanzibar, enfin, pour faire court sur cette chose-là, c'est que il y a eu avant le congrès de Vienne qui avait interdit qu'il n'y ait plus de traite négrière. Et donc, sur l'Atlantique, il y avait des bateaux qui cherchaient à arrêter les négriers. Les négriers, c'était des bateaux transportant des esclaves. Alors, à ce moment-là, toute l'Europe, y compris donc l'Amérique, allait chercher des esclaves à Zanzibar. Et ils passaient, vous voyez, par le cap de Bonne-Espérance, etc., essayer d'éviter d'être arrêtés et puis continuer. Donc, la traite négrière continuait au 19e siècle. Donc, ça, c'est une situation connue. Et puis après la traite, on a commencé à acheter de l'ivoire. L'ivoire était devenu un dossier important. Mais il faut dire aussi qu'à ce moment-là, il n'y a pas encore le canal de Suez. Donc, lorsque Stanley voudrait partir de la côte atlantique pour remonter, il est obligé d'abord d'aller jusqu'à Zanzibar, chercher ce qu'on appelait les Zanzibaristes et revenir avec eux afin de faire la remontée. Et donc, cette duplicité n'a pas commencé donc aujourd'hui? Ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais si vous permettez, je voudrais un peu rebondir sur ce que Willy a dit. Allez-y, professeur. En fait, il y a un lien entre nos richesses et les violences et l'omerta. Ça, c'est évident. Donc, en d'autres termes, le Congo n'a que deux possibilités. Ou bien qu'il devienne un grand pays fort qui soit capable de se protéger, ou alors qu'il accepte de disparaître. Il n'y a pas une autre possibilité. C'est-à-dire que avec tout ce qu'il y a comme richesse, eh bien, chaque fois qu'on découvrira une nouvelle richesse, il se trouve que le hasard ou la providence fait que c'est au Congo qu'on le trouve essentiellement. Au 19e siècle, c'était le caoutchouc. On venait de découvrir le pneu. Toutes les sociétés du monde voulaient avoir accès aux pneus. C'est à cause de ça, à cause du caoutchouc, que nous allons avoir la situation des mains coupées. Lorsqu'on arrivera à une autre époque comme celle de la guerre, de la Grande Guerre,
qu'il sera nécessaire d'en finir avec les Japonais et les autres, le hasard fait que c'est ici qu'on trouvera de l'uranium. Et à ce moment-là, il faut bien rappeler qu'il y avait aussi des violences. Par exemple, à l'Union minière, il y avait des grèves. Et à cause de ces grèves, il y a eu des tueries massives. Parce que l'Europe ne pouvait pas se permettre de ne pas avoir les minerais dont on avait besoin pour gagner la guerre. Et nous nous trouvons à nouveau dans une conjoncture similaire. Donc, notre situation est celle-là. À cause de ces richesses, nous ne devons pas accepter le discours qu'on diffuse chez nous, la lutte contre la pauvreté. Il faut faire la lutte contre la pauvreté. On n'entend jamais parler de la production de la richesse, la production des richesses. Puisqu'il y a des richesses sur le plan virtuel, sur le plan naturel, il faut transformer ça en richesse réelle. Cette problématique n'est pas bien présentée, même pas par les ONG, qui préfèrent insister sur la lutte contre la pauvreté. Et donc, merci, les Congolais ont l'habitude de se sentir malheureux parce que nous sommes dans un pays pauvre. Ils sont assis sur les richesses, les sous-sols. Oui, la seule chose la population est pour pauvre. tenir le discours misérabiliste de dire que nous n'avons rien, et c'est ça le problème. Merci, professeur Isidore Ndayuel. Je vais prendre le patron du groupe de presse Géopolis, Willy Kalengai. Donc la RDC est appelée soit à exister, à se maintenir comme une grande nation ou disparaître. Le prof l'a dit, il a parlé parfois du hasard et même de la providence en termes des richesses qu'il y a dans son sous-sol. Et comment se positionner? Mais ça a été toujours ça le grand défi. Même à la création du Congo à Berlin, la question c'était, est-ce que ce pays va survivre? Ça a toujours été la plus grande question du pays. La plus grande menace, ce n'est pas tant qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. Est-ce qu'on va exister comme une nation? Nous sommes un défi par rapport à l'intelligence humaine parce que 2 345 000 km², un espace aussi grand pour un seul pays, avec des richesses dont on a parlé aujourd'hui, la première menace, est-ce que vous allez rester unis? Est-ce que ce pays va survivre? Des pays qui ont eu des richesses, d'autres ont disparu, vous le savez. Donc c'est un grand défi. Je pense que c'est un très très grand défi. Et d'ailleurs, la qualité du leadership que nous avons eu, que ce soit des démocrates ou des dictateurs, tous sont d'accord que c'est un pays qui doit être uni. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, ce que nous avons produit comme culture générale, c'est l'unité du Congo. C'est l'amour que les Congolais ont en regard de leur pays. C'est vrai que nous n'avons pas la maîtrise de tous les paramètres aujourd'hui, parce que c'est quand même 60 ans, c'est pas beaucoup, pour avoir la maîtrise de tout ce qu'il y a comme destin national. Mais c'est aussi vrai que nous sommes tous contaminés par l'unité du pays. Sans le savoir, sans le vouloir. Et c'est ce qui fait en sorte que la RDC voilà, même résiste quand il y a eu des à la pression rébellions, des balkanisations. n'oubliez pas, même quand il y a eu des rébellions, même quand le pays était divisé en 3 grandes parties ici, même les rebelles étaient contre la balkanisation. Ils voulaient simplement, ceux qui étaient à Goma, ceux qui étaient à Mbandaka, ceux qui étaient ailleurs, ceux qui étaient peut-être à Bado, tous, quand vous les voyez, ils disaient, oui, nous sommes contre les pouvoirs de Kinshasa, oui, nous voulons de la démocratie, nous voulons de la bonne gouvernance, mais personne d'entre nous ne veut de la balkanisation. Les Congolais ont ça comme héritage. C'est une force extraordinaire. Cette force-là qu'il faut maintenant travailler. Comment consolider? Et ça ne peut être travaillé que si nous faisons un travail de transparence et de bonne gouvernance. Nous devons être rigoureux par rapport à la gestion de ces destins solidaires. Parce que si aujourd'hui, certains estiment qu'ils sont plus congolais que d'autres et que dans la répartition des ressources, ou même dans la répartition des responsabilités, ils ne tiennent pas compte de cette inclinaison, eh bien, nous allons perdre ce pays. Mais je crois, et je le dis, soit nous restons ensemble et nous nous battons ensemble, soit nous disparaîtrons ensemble. Personne ne se sauvera de ce Congo croyant qu'il a un destin particulier. Professeur Ekambo, Jean Chrétien a parlé tout à l'heure du petit Zanzibar, pour faire aussi allusion à ces petits pays qui nous agressent. Quand je dis petit pays, c'est par rapport à la dimension géographique et même de sa
la densité démographique de ce pays. Ambassadeur, je voudrais savoir, parce que les échos qui nous parviennent des zones occupées par les terroristes du M23, c'est des richesses, des minéraux qui sont en train de traverser vers le Rwanda. Donc, c'est l'exploitation de minerais. Est-ce que vous pensez que c'est ça la motivation première de la guerre ou de la guerre d'agression qui nous est imposée dans la partie Est? Merci beaucoup. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il y a un rapport du groupe d'experts des Nations Unies, je crois déjà en 2001. Je crois que c'est après 3 ans d'arrivée de l'AFDEL au pouvoir et après la naissance du RCD, Rassemblement Congolais pour la démocratie, un mouvement rebelle sous tutelle du Rwanda, un paravent du Rwanda pour accomplir une mission au Congo de déstabilisation. Et ce rapport démontre à son paragraphe 33 que plus ou moins 6000 tonnes de coltan ont été pillées et il fallait au moins 1 mois pour évacuer cela jusqu'à Kigali par avion. 1 mois pour évacuer le butin de la guerre. Et au paragraphe 34 du même rapport, il est établi encore que l'industrie, la sucrerie de Kiliba, moi-même je suis né à Kiliba, quoique je sois à Mbouza de l'Équateur, j'ai beaucoup d'attaches à cette localité. Et vous êtes congolais? Je suis congolais. Cette sucrerie de Kiliba a été désinstallée pour l'avenir au Rwanda. C'était déjà en 2000 et ce pillage est resté continu plus de 30 ans. Les rapports encore du groupe des experts des Nations Unies du mois de juin 2023 parlent clairement qu'il y a, je crois son paragraphe 60, qu'il y a une opération montée au Rwanda et cette opération s'est appelée Opération au Nord Kivu, dont le coordonnateur se trouve général James Kabarebe. Le nom est cité. Et il y a les noms de plusieurs autres généraux rwandais et hauts officiers. On dit cette opération montée, appelée Nord Kivu, a 3 objectifs majeurs. Parmi les objectifs, c'est renforcer les M23 en armes et en munitions pour occuper les sites miniers. Et ce n'est pas un hasard de voir l'avancée des troupes de la coalition RDF-M23 tient compte de cette logique. Quand ils partent à Nyanzale, c'est pour poursuivre le pyrochlore. Quand ils partent à Rubaya, c'est pour poursuivre le coltan. Et d'autres zones, c'est pour suivre des récoltes de café ou du bois selon qu'ils en veulent ainsi. Donc l'aventure du M23, c'est pour des raisons économiques spécialement. La guerre de ces 3 décennies de guerre que nous souffrons et que nous connaissons dans notre pays a un lien économique. Déjà, les experts des Nations Unies, je les cite parce que ce sont des observateurs neutres, ils ont dit que la partie orientale de la RDC, c'est une zone où on pille, où il y a des acteurs même internationaux qui y pillent. Et c'est à cause de tout cela qu'il y a eu au niveau régional des mécanismes de vérification de traçabilité de certains minéraux, parce qu'on parle de minéraux du sang, des minéraux à la base duquel les gens sont morts, comme à l'époque coloniale. Il y avait les gens avec des mains coupées pour avoir les caoutchoucs. Cette tradition continue. Merci. Voilà, Pierre, voilà. On va en parler. Nous poursuivons avec cette question. D'ailleurs, Paul Kagame lui-même l'a dit. Pourquoi vous vous intéressez seulement au Rwanda? Le Rwanda, c'est un pays de transit de ces minéraux. Vous devez aussi vous interroger, vous questionner sur la destination finale de ces minéraux. Professeur Jean Chrétien et Cambo, je voudrais savoir les intérêts au niveau des multinationales ou de la communauté internationale
prime-t-il sur la vie humaine, prime sur même la morale, parce que ce sont les Blancs qui nous ont appris, les colons belges qui nous ont appris, ou qui nous ont appris les 10 commandements. Il faut respecter les limites, ne déplace pas les bornes du voisin, mais c'est le contraire. Je voudrais savoir si les intérêts sont-ils au-dessus de la morale, même de la vie humaine. Ben, je crois que poser la question, c'est exactement y répondre. C'est bien cela. Je parlais encore tout à l'heure de l'histoire des médias. Si vous plongez là-dedans, vous trouverez beaucoup de réponses aux questions que nous nous posons aujourd'hui. J'ai aimé tout à l'heure ce que disait Willy Kalengai, et encore une fois, je vais le prolonger. Nous avons des défis. Il y a un défi naturel. Vous savez, lorsque deux journaux européens, enfin occidentaux, un américain, un autre anglais, veulent envoyer Stanley pour descendre le fleuve, qu'est-ce qu'ils avaient comme problème à résoudre? Ils avaient un problème laissé en suspens, d'après eux, par Livingstone. C'est-à-dire, ils redoutaient que le fleuve auquel s'attaquait Stanley, ce fleuve-là, à partir du Lualaba où il a été, que ce fleuve soit celui qui va jusqu'à l'Atlantique. Ils redoutaient cela, parce qu'ils se disaient, ce pays-là, qui est celui qui est contourné par le fleuve du sud vers l'ouest, ce pays-là risque d'avoir une vocation transocéanique. Aujourd'hui, quand nous en parlons, nous avons deux problèmes. Nous avons la balkanisation, c'est vrai, c'est ce que nous redoutons, mais il y a ce que les autres redoutent de nous. On redoute de nous un destin transocéanique. Les autres se disent que si le Congo passe sa jeunesse, appelons-la comme ça, de 60 ans, ses difficultés actuelles, qu'est-ce que ce Congo va devenir? Il sera un Congo transocéanique. C'est le Congo qui ira d'un océan à un autre, de l'océan Atlantique à l'océan Indien. Il ne faut pas lui permettre de se développer. Il ne faut pas du tout lui permettre. Et derrière, maintenant, ceux qui redoutent derrière les voisins, se trouvent ceux auxquels vous faites allusion, les multinationales. Précisément, ce sont ceux-là. Nos voisins n'ont pas. Ils n'ont pas d'usine d'armes. Nos voisins n'ont pas de base de formation des militaires, n'ont pas de base de parachutistes, n'ont pas de base de fabrication des blindés. Ce sont les autres qui ont cette vision-là. Comme disait tout à l'heure mon frère, il disait que il y a ceux-là qui ont des intérêts et qui poussent, comme on dit en langage médiatique, les proxys. Ce ne sont que des proxys. Ce sont des serviteurs des intérêts qui viennent de trop loin. Professeur Ndayouel, doit-on considérer le Rwanda aujourd'hui comme étant l'arbre qui cache la forêt? Parce qu'il y a un pillage systématique des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le Rwanda se prévaut des richesses dont il ne dispose pas dans son sous-sol. Il y a effectivement une grande opération de prédation, mais à plusieurs niveaux. C'est vrai que le Rwanda fait partie d'un relais. Et là, Kagame a raison. Il est déjà à son niveau un prédateur par procuration. Mais lorsque le minerai passe, il gagne. Il tire des dividendes. Il tire les dividendes et c'est avec ces dividendes-là qu'il nous fait la guerre. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui se passe, le Rwanda ne perd rien. Parce que c'est avec notre propre argent qu'ils nous font la guerre. Ça, c'est une chose. Et puis tout à l'heure, nous avons été très loin parlant de la balkanisation. Mais ce que les autres nous demandent, c'est d'être un État faible. Soyez, surtout, ne cessez pas d'être faible. Et je pense qu'il y a même, trouvé quelque part la citation d'un diplomate qui disait, parlant de notre ancien président Joseph Kabila, en disant, mais il ne comprend pas que tout ce que nous lui demandons, c'est d'être faible. C'est-à-dire laisser cet espace
qu'on appelle la République démocratique du Congo à la merci de toutes les prédations possibles. Alors, notre problème à nous au Congo, c'est d'arriver à casser ce mur de verre qui fait que si nous arrivons à traverser ce mur de verre, comme disait Jean Chrétien, alors on devient un grand pays. Et pour casser ces murs de verre, professeur, excusez-moi, pour casser ces murs de verre, qu'est-ce qu'il faut faire justement? Doit-on passer par quoi ou qu'est-ce que nous devons faire exactement? Mais on doit, c'est pour ça que la question fondamentale qui fera peut-être l'objet d'une autre rencontre, c'est que les Congolais doivent s'organiser. S'ils comprennent cela, alors ils doivent s'organiser en conséquence. En conséquence. Et il faut savoir qu'on ne va pas l'aider. On ne va pas aider les Congolais à s'organiser en conséquence. Donc c'est une initiative qui ne peut venir que d'eux-mêmes. Ça, c'est le produit de leur propre force. Et probablement que la difficulté se trouve à ce niveau. Et quand vous dites le Congo doit s'organiser, ça veut dire? Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Écoutez, c'est tellement vaste, je ne peux pas m'étendre. D'abord, le Congo pourrait déjà utiliser certaines stratégies utilisées par le Rwanda. D'abord, l'importance du silence. Tout ne se dit pas. Déjà ça. Nous sommes dans une situation où chez nous, il n'y a pas de secret. Tout doit pouvoir être mis sur la place publique. Deuxièmement, le Rwanda utilise beaucoup de la duplicité. De la duplicité. On ne dit pas, écoutez, il faut absolument que vous puissiez me tenir, sinon je vais faire un malheur. Non. On fait le malheur et quand on vous demande est-ce que vous l'avez fait, vous niez. Vous dites non, je ne l'ai pas fait. Merci professeur, ça dénote de la stratégie. Merci, voilà, donc ce sont des il y a stratégies. Plusieurs stratégies possibles. Merci. Uli Kalenga, je l'ai vu très moussé. Non, parce que je voulais juste donner, peut-être renchérir dans ce que le prof d'ailleurs a dit. Nous devons nous organiser. Aujourd'hui, nous nous organisons sur le plan de la défense. Nous avons une armée qui monte en puissance. Mais les grandes conquêtes, c'est aussi les conquêtes de l'intelligence. Nous devons nous organiser pour acquérir l'intelligence qui correspond aux défis dont nous faisons face. Et parmi les conquêtes, moi je pense que la formation, un pays, ça se prépare. Ça se prépare. Un pays, ça prend les meilleurs de ses fils, ça les envoie dans des formations. Par rapport aux multinationales, nous avons du cuivre, du cobalt, de l'étain et tout ça. Mais je peux vous demander, beaucoup de Congolais ne connaissent rien de tous ces minéraux. Nous n'avons pas de filière du cobalt ici. Où est l'école du cobalt? Où est l'école du diamant? Où est l'école du cuivre? Si nous voulons traverser ce dont on a dit tout à l'heure, casser les murs de verre, mais il nous faut avoir des hommes qui vont travailler avec l'intelligence congolaise sur les richesses que nous avons. Parce que ces richesses doivent être développées. Mais si elles doivent être développées, c'est par les Congolais. Mais où sont-ils ces Congolais? Le pays donc peut se projeter en disant, dans 10 ans, par exemple, nous allons avoir des usines de raffinage du cuivre dans le pays à 100% animées par les Congolais. Alors, on prend les meilleurs d'entre nous, les meilleurs de nos enfants, on les envoie ailleurs. Les Chinois ont fait la même chose. Les Japonais ont fait la même chose après la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont pris les meilleurs des Japonais, les enfants, on les a envoyés aux États-Unis, on les a envoyés en France, partout. Ils sont allés pour acquérir la connaissance. Quand ils sont revenus dans leur pays, ils ont travaillé. Nous devons aussi nous projeter. La menace d'aujourd'hui est une menace réelle. Nous risquons de perdre le pays, mais nous avons assez de force pour résister. Mais pour pouvoir survivre, il faut s'organiser. Et les conquêtes les plus grandes, ce ne sont pas forcément de l'armée, c'est les conquêtes de l'intelligence. Et l'intelligence, ça s'organise. L'intelligence, ça se cultive. C'est comme une plante. Les hommes intelligents dans le pays, on ne doit pas les négliger. Ceux qui connaissent quelque chose, où vont-ils dire toutes ces questions-là?
beaucoup de Congolais ont des stratégies. Où est-ce qu'ils peuvent aller dire ça? Beaucoup de gens ont même des solutions à leur maison. À qui vont-ils s'adresser? Parce que notre administration, elle est fermée, hein? Elle est relativement fermée pour pouvoir capitaliser les intelligences disponibles. Voilà ce que je voulais ajouter au propos si fort du prof Ndewe. Ambassadeur Pierre Ebebe, vous avez suivi les interventions des uns et des autres. Nous allons passer à notre sous-thème de cette émission, justement pour parler de la guerre médiatique. Mais vous avez un mot à placer par rapport au pillage des richesses et des stratégies qu'il faut monter à l'interne pour mettre fin à ces cycles d'abord de violence et arrêter cette hémorragie des richesses qui traversent tous les jours la frontière. Ok, avant que je donne des propositions, rapidement, je voulais dire qu'il faut qu'on casse cette malédiction qui a commencé depuis Berlin, parce que notre pays était placé sous le régime des libertés de navigation, des libertés de commerce, à tel point que jusqu'à présent, tout le monde croit que c'est une propriété à tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? L'intelligence stratégique doit être mise en œuvre. L'intelligence stratégique, en un mot, signifie analyser de manière proactive et prospective comment nous pouvons, dans une sorte d'analyse SWOT, identifier nos forces et les consolider, identifier nos faiblesses et voir comment les compenser en termes de stratégie adéquate pour survivre. Deuxièmement, il nous faut au pays, comme M. Willy Kalinga était en train de parler, où est-ce que tous ces gens vont amener ou exprimer leur savoir. Il faut un cadre stratégique de gens qui réfléchissent pour le pays, une sorte de NASA sécuritaire pour la survie de la nation. Et de trois, nous devons mettre en place une politique de la sécurité nationale qui intègre des aspects diplomatiques, sécuritaires, économiques et culturels. Et voir comment nous pouvons de cela partir dans une sorte de conquête de notre image à travers ce qu'on appelle aujourd'hui le soft power. Si nous avons un soft power assez influent auprès des acteurs étatiques et non étatiques dans le monde, notre voix sera audible. Parfois on dit la sagesse du pauvre est méprisée. On nous méprise peut-être parce qu'en interne, nous n'avons pas une organisation solide qui doit refléter et qui doit attirer du respect de la part de l'extérieur. Si je comprends bien, nous devons avoir une organisation à l'interne, donc les Congolais devraient s'organiser. Professeur émérite Jean-Chrétien Ekambo, la RDC fait face à une autre guerre, à part les crépitements des armes dans la partie orientale de notre pays. Il y a la guerre médiatique, les fake news, une armée numérique montée par les ennemis de la paix et qui vous balance à longueur de journée de fausses informations. Il y a certains Congolais qui mordent à l'hameçon. Moi, je ne me mettrai pas seulement sur la défensive. Pourquoi ne pas se mettre non plus à commencer à organiser l'offensive? Nous sommes à une émission qui parle de 30 ans. Ça fait 30 ans que nous suivons, par exemple, ce que les voisins rwandais organisent chaque année comme commémoration. Vous savez très bien que le gouvernement rwandais ne commence la commémoration que le 7 avril. Ça, c'est connu. Ça fait 30 ans que nous le voyons. Jamais... C'est le jour du massacre. Jamais le 6. Des Tutsis. Jamais le 6. Le 6, il s'est passé un événement dont le gouvernement rwandais ne parle jamais. J'ai feuilleté les journaux de la semaine. J'ai remarqué que le fils d'Abiyarimana a sorti une chronique qui a été reprise chez nous d'ailleurs dans le journal, le quotidien Le Phare, pour parler du 6. Qu'est-ce qui aurait empêché? Je vois 3 caméras devant nous ici. Qu'est-ce qui aurait empêché à la RTNC d'envoyer 3 caméras à Goma le 6 et nous parler de ce qui s'est passé le 6? Vous voulez parler de l'attentat de l'avion d'Abiyarimana? Mais bien sûr, si le gouvernement rwandais n'en parle pas, c'est parce qu'il sait que cela dessert sa propagande.
Parce que tant que vous parlez d'un assassinat de 2 présidents, de 2 chefs de l'État, ça dessert la propagande rwandaise. Mais nous aussi, il nous a interdit d'en parler. Je crois que l'intelligence dont parle Willy, c'est celle-là. Nous devons, l'année prochaine, vous verrez, que le gouvernement rwandais parlera du 7, jamais du 6. Mais qu'est-ce qui nous empêche de parler du 6 avril où un équipage de 5 personnes est mort, où 2 présidents de la République sont morts. Et c'est le même soir du 6 que les Rwandais ont commencé à traverser la frontière. C'est pas seulement le 7, c'est le 6 au soir. On peut considérer que cette date du 6 et même du 7 constitue aujourd'hui le début même du cauchemar ou des atrocités que la RDC vit dans sa partie Est. Je préfère parler du 6. Je me souviens encore d'un bel article écrit dans le journal La Libre Expression, si je me rappelle, La Libre Expression, qui parle du 6. Le journal avait posé la question, qui a tiré sur l'avion? Jusqu'à aujourd'hui, nous, Congolais... Il y a un flou artistique. Hein? Mais entretenu. Qu'est-ce qui nous empêche de parler du 6 avril? Ça, au moins, ça revient à notre intelligence. Professeur Ndewel. Mais je voudrais rebondir là-dessus en disant que non seulement il y a eu 2 chefs d'État qui sont morts, mais le lendemain, la première ministre, qui était une dame, a été fusillée avec toute sa famille, mari et les enfants, y compris les gardes belges qui gardaient cette dame. C'est des événements dramatiques, incroyables. On n'en parle pas trop. On n'en parle pas et cette dame venait d'être nommée première ministre. C'est quelque chose d'extraordinaire, ce genre d'événement qui passe sous silence. On dirait que plus il y a des moyens de communication, moins nous sommes informés. Il y a des choses qu'on arrive à cacher avec succès, au point qu'on n'y pense même plus. Mais je voudrais réfléchir à haute voix parce que il y a vraiment de l'omerta, comme l'a dit le professeur Jean Chrétien Ekambo, sur la date du 6. On ne veut pas parler avec beaucoup de détails sur ce qui est arrivé exactement, c'est ce qui s'est passé exactement le 6 avril 1994, alors que l'avion qui transportait 2 chefs d'État, Cyprien Ntaryamira et Habyarimana, venait d'être abattu. Et aujourd'hui, on n'en parle pas. Vous venez d'ajouter d'autres éléments. Je voudrais savoir, est-ce que cette communauté internationale a-t-elle une sorte de dette morale où la conscience est chargée? Parce que la France, j'ai suivi les dirigeants français qui ont dit dernièrement que la France est un peu coupable du fait qu'il avait l'information, il avait tous les moyens d'arrêter les génocides, mais il n'avait pas de volonté. Il n'a pas pu avoir la volonté. Professeur Ndewel. Moi, je ne comprends vraiment pas ce que la France raconte à ce sujet. Pour moi, la France n'avait absolument aucun moyen d'arrêter ce qui s'est passé. Mais il se trouve que la France de Macron aime bien bomber le torse en disant « oui, nous aurions pu ». Mais comment est-ce qu'il pouvait arrêter quelque chose qui a été programmé et soutenu du côté américain? Là, je ne vois pas comment. Mais ceci est une question de point de vue, parce que la France voudrait bien être dans un débat franco-français où on voudrait mettre absolument en cause François Mitterrand et le Parti socialiste. Et donc, à ce moment-là, on évoque beaucoup de choses. Donc, même en ce qui concerne l'événement de la mort des 2 présidents, je dois quand même dire que, pour être juste, qu'en Europe, il y a eu un grand débat et il y a eu des gens, des journalistes, mais même des africanistes, qui ont fait prévaloir en recherchant qui avait tiré sur l'avion,
ont mis en cause dans leur raisonnement le pouvoir du FPR, Front Patriotique Rwandais. Mais c'est à ce sujet-là qu'il y a justement l'omerta, parce qu'il ne faut pas trop en parler, parce qu'il ne faut pas trop chercher à savoir quoi. Pendant longtemps, on a dit que non, ce sont les Hutus, n'est-ce pas, les Hutu Power qui ont tiré là-dessus. Mais de plus en plus, on se rend compte que c'est pas évident. Ce n'est pas évident. Merci, et donc, professeur. à ce sujet, on peut dire que dans cette histoire, il y a beaucoup de zones d'ombre, comme d'ailleurs dans Ils doivent d'autres être accords. dissipés. Ils doivent être dissipés absolument, Pierre, ambassadeur Pierre et Bébé. Puisque nous parlons de la France venait de conclure, de signer un accord de coopération économique avec le Rwanda de plus de 400 millions d'euros. Est-ce n'est-ce pas là encourager l'agresseur de la RDC et lui donner les moyens d'acheter les armes et de continuer à nous agresser? Merci. Je crois que c'est un protocole d'accord de l'Union européenne avec le Rwanda, signé au mois de février. L'Union européenne et tout récemment, et la France, à titre personnel, venait de signer un accord avec le Rwanda, un accord de coopération économique de 400 millions d'euros. Ok. Avant d'arriver pour la France, je voulais faire un commentaire concernant l'Union européenne, parce que nous parlons de la communauté internationale. Cet accord avec la France est une question bilatérale qui engage les États. Ils sont libres, chaque État est libre de conclure un protocole d'accord. Et il faudra, en ce qui nous concerne, de lire à travers leur protocole ce qui peut déranger notre stabilité et notre sécurité. Et c'est ce qui s'est passé avec l'Union européenne, parce qu'ils ont conclu un protocole d'accord avec le Rwanda au mois de février pour renforcer le Rwanda dans la traçabilité, dans le développement de la chaîne de valeur pour de minerais stratégiques. Et pourtant, dans son sous-sol, il n'a pas ces minerais. C'est une attitude ambivalente. Au moment où, à l'Ukraine, nous voyons, juste après que la Russie ait proclamé ce qu'il appelle opération spéciale, déjà l'Union européenne était en train de prendre la résolution à travers son Parlement pour des enquêtes pour poursuivre les auteurs des crimes commis à l'Ukraine. Et nous avons vu 38 pays ou 39 pays ensemble se rassembler pour faire les renvois à la Cour pénale internationale, chose qui ne s'est jamais faite dans l'histoire de la Cour pénale internationale. 39 États qui se rassemblent pour le renvoi afin d'amener les procureurs à enquêter. Et il y a même des méthodes d'intelligence artificielle pour trouver des preuves afin de poursuivre la Russie et ses dirigeants. Il y a eu des sanctions. Cette attitude de la communauté internationale que nous voyons, parfois il est passif, parfois il donne l'impression, comme Colette Brackman le disait quelque part, que la RDC souffre des métastases du génocide du Rwanda sur cette terre. Malheureusement, la communauté internationale ne considère pas la gravité de tout ce que la République démocratique vit. Il y a le pape qui a dit « Retirez vos mains de la RDC » et dit en regardant ce peuple, c'est comme si la communauté internationale est fatiguée et ne prend pas en compte sa difficulté ou la souffrance, la misère qu'il traverse. Et beaucoup d'autres auteurs ont dit, nous sentons la passivité ou la lassitude dans les chefs de la communauté internationale comme Thomas Vercoulon. Merci, ambassadeur Pierre. Willy Kalengai, la passivité de la communauté internationale, une passivité complice même. Mais c'est de la guerre. Il n'y a personne qui va faire notre bonheur à notre place. Ce sont des hommes qui sont dans des gouvernements qui ont défini des objectifs à atteindre. Et nous devons aussi définir les nôtres et nous mobiliser pour cela. Ils ne viennent pas nous imposer, mais ils utilisent nos plus grandes faiblesses. Dans les 30 années qui viennent de se passer, vous allez voir que sur le plan médiatique, il y a eu beaucoup d'investissements
de la communauté, de certaines forces internationales pour asseoir leur hégémonie au niveau de l'information. Les 30 ans correspondent aux 30 ans du Canal Sat, c'est la même chose, et ça a été mis en place à même moment que l'on voulait asseoir une certaine suprématie. Et vous avez remarqué que l'ensemble des chaînes de radio internationales que nous captions à l'époque sur les ondes courtes, par exemple, ces radios sont aujourd'hui dans FM. La Voix de l'Amérique FM, RFI FM, BBC FM. Donc ils sont venus et ils font même de la publicité dans notre mental. Ces médias internationaux qui véhiculent l'idéologie de la domination et de la suprématie des multinationales pour exploiter nos richesses ont trouvé en nous une certaine faiblesse et se ont installé. Nous consommons évidemment, c'est que le professeur l'a dit tout à l'heure, nous consommons le mot d'ordre inconscient, restez faible, soyez faible, nous vous aimons, vous êtes gentils, mais soyez faibles. Ce sont ces médias. Et ce paradigme doit changer absolument. Il faut pour faire de la RDC un grand pays au cœur de l'Afrique. C'est comme ça que je parlais de guerre médiatique. Il ne faut pas simplement, il faut investir dans les médias. Il faut investir dans la force des médias. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une chance extraordinaire. Il n'y a aucun pays qui n'est pas accessible par les jeux de la technologie. Même les Américains, si nous voulons parler aux médias américains, aux foyers américains, si nous nous donnons les moyens, nous donnerons ces moyens. Merci Willy, professeur Jean Chrétien. Je vous ai vu regarder attentivement, suivre attentivement Willy Kalinga. Vous partagez cette réflexion? Je la partage, mais je vais passer par un raccourci qui est plus ou moins provocateur. Ça sera les derniers mots parce que nous sommes en train de terminer tout de suite, oui. Moi, je dirais même pas guerre médiatique, je dirais guerre tout court, tout simplement. La médiatique, la partie médiatique, ça fait partie de la guerre. Ça dit qu'il faut poser des bonnes questions, des questions qui provoquent. Il faut que le monde entier sache que ce que les autres veulent faire avaler, c'est pas ça, que tout FDLR n'est pas nécessairement génocidaire parce qu'il est Hutu. Parce que les autres veulent faire croire au monde que les FDR égale Hutu égale les autres Bantous de la RDC. Nous ne sommes pas. C'est pourquoi nous allons protéger les autres. Il faut poser les bonnes questions et brutalement. Parce que nous tournons parfois en rond, nous ne voulons pas dire la vérité. Nous devons dire que demain, si les fameux Hutus peuvent rentrer chez eux, ceux qui sont réfugiés chez nous, comme les autres réclament, ils seront la majorité numérique. Et quand il y aura majorité numérique de Hutus au Rwanda, ça sera autre chose. Ce sera le changement de régime. Mais bien entendu. Professeur Ndayuel, c'est ce que vous disiez tantôt. Je ne voulais même pas dire que c'est la même chose qu'il voit au Burundi. Hein? Professeur Ndayuel, je vous vois sourire. Non, nous partageons les mêmes idées à ce sujet. Mais on a parlé du Burundi. Un de mes collègues aime bien dire en France que le Rwanda et le Burundi se ressemblent comme deux jumeaux, comme deux faux jumeaux. Des faux jumeaux. Le Rwanda et le Burundi. Et le Burundi. Mais parce que l'équilibre que nous avons eu pendant longtemps, c'est qu'au Rwanda, le pouvoir était entre les mains des Hutus et au Burundi, le pouvoir était entre les mains des Tutsis. Ça faisait un équilibre. Et donc, en 1993, il se fait que Ndadaye Melchior a bouleversé cet équilibre, Hutu en devenant président. Voilà pourquoi il a été assassiné. Et pour le moment, nous sommes dans une situation où il faut à nouveau l'équilibre. Fort heureusement, d'un côté, c'est les Hutus, et de l'autre, ce sont les Tutsis. Mais vous devez savoir aussi qu'au Burundi, dirigé par les Tutsis, il y a eu des massacres de type génocidaire des Hutus en 1969, au moment où ils ont essayé à leur tour aussi de reprendre le pouvoir. Donc, ce qui veut dire que l'équilibre véritablement dans cette région, c'est que les Hutus et les Tutsis doivent se mettre ensemble et organiser leur pays, organiser le pouvoir dans la façon dont ils trouveront
bonne et ne pas chercher prétexte de notre accueil, tantôt des uns et des autres, pour dire que c'est nous les coupables. Nous ne sommes en rien coupables et nous n'avons pas de choix pour les uns et pour les autres. Mais nous sommes voisins et c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, tous les réfugiés chez nous étaient des Tutsis. Et puis à un autre moment, les réfugiés sont des Hutus. Et probablement, je l'ai déjà dit, que nous allons probablement encore avoir après comme réfugiés les Tutsis. Donc, c'est tout dit. Ça risque de continuer ainsi si on ne prend pas le taureau par les cornes pour résoudre le problème fondamental de l'unité de ces pays par, n'est-ce pas, le regroupement politique des uns et des autres. Là, c'est peut-être pour vous rejoindre. Hier, vous disiez sur ce même plateau que le développement du Rwanda, c'est un développement artificiel. Parce que tout peut arriver à tout moment. Et ceux qui étaient majorité peuvent devenir minorité et vice-versa. Nous allons terminer justement cette émission par Pierre, l'ambassadeur Pierre Ebebe Monga, juste à placer un petit mot justement sur tout ce que les amis, les différents intervenants ont dit, notamment de la guerre médiatique, et puis peut-être rappeler la population congolaise à se mobiliser derrière les forces armées de la République. Oui, merci beaucoup. La guerre médiatique, je peux me joindre au professeur qui a dit qu'il faut parler tout simplement de la guerre. La guerre envers nous-mêmes, comment nous vivons, quelle gouvernance nous sommes en train d'établir au pays, quel type d'homme, quelle éthique, quel sens est-ce que nous avons intériorisé les valeurs citoyennes, les valeurs civiques. Est-ce que nous plaçons le Congo avant nos intérêts? C'est une fois qu'on a une organisation et une attitude responsable en interne que cela va se répercuter à l'extérieur. J'aimerais terminer parce que je vois partout c'est écrit 30 ans ça suffit. Je crois 30 ans de guerre, 30 ans de génocide, ça suffit. Le génocide rwandais est en train de cacher le génocide congolais. Il est temps que le génocide congolais aussi soit pris en compte et que le cycle infernal de l'impunité soit brisé et que les victimes trouvent réparation et que la cohabitation entre nous dans la région rwandais, congolais, tanzanien, burundais, zambien, angolais, centrafricain et pourquoi pas égyptien à partir du Nil jusqu'au Cap sud-africain, que tous dans l'élan panafricain de nos pères comme les Lumumba, les Kwame Nkrumah, nous soyons encore ensemble et que nous mettions la guerre et que les armes se taisent et que nous soyons dans une Afrique que nous voulons prospère. Il ne me reste qu'à dire infiniment merci à tous mes invités, le professeur Jean-Chrétien Kambo, le professeur Isidore Ndaïuel, Pierre Ebebe Monga, ambassadeur, Ebe Monga, Willy Kalingai. Merci donc à vous tous d'avoir contribué, d'avoir partagé, d'avoir analysé l'attitude de la communauté internationale face à la guerre, l'insécurité, au cycle des violences qui sévit dans la République démocratique du Congo, précisément dans sa partie orientale. Merci de nous avoir suivis. La série d'émissions sur la situation sécuritaire dans l'Est et dans la région des Grands Lacs continue sur la RTNC. Merci et à la prochaine.